Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture top slash flop du mois de novembre 2023. Si vous avez regardé les achats manga, vous allez revoir certains titres, mais cette fois-ci ils vont être classés par ordre de préférence de lecture. Je vais argumenter pourquoi j'ai aimé, pas aimé, ce que je n'ai pas fait dans les achats. Il y a aussi des lectures du mois d'avant, et il y a des lectures que vous ne retrouverez pas parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, hein, évidemment, j'ai aussi une vie à côté des mangas. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, on a passé les 2K il n'y a pas longtemps, vous êtes certains à avoir utilisé mon code Rakuten, donc merci à tous. Et je rappelle, c'est passé en début de vidéo, que si vous voulez des petits cadeaux pour Noël, je parle évidemment de manga, checkez les descriptions des derniers épisodes, il y a une question en fait dans la description, et vous pouvez répondre à chaque épisode en fait, et je ferai un cumul de points à la fin d'ici 2-3 semaines, et les personnes qui auront le plus de points sur toutes les questions gagneront évidemment des petits quelque chose. Bref, générique, on est parti. On commence par le bon dernier, il en fallait un, voilà. Alors je le mets un peu hors classement dernier, c'est pas un flop, mais en fait je peux pas le classer plus haut, parce qu'en fait il s'agit pas réellement d'un manga, c'est Litchi Ikari Club collaboration de Yama Wayama et de Sumaru Furuya. J'aurais pu le mettre plus haut évidemment, parce qu'il y a une petite, voilà, il y a en fait une histoire à la fin qui nous raconte donc ce qui s'est passé après Litchi Ikari Club, mais c'est avant tout un recueil d'histoires, un recueil de fan art en fait des deux auteurs, enfin de l'auteur et de l'autrice, dans l'univers de Ikari Litchi Club. Litchi, ouais, bref, vous m'avez compris, mais ça apporte pas vraiment quelque chose à l'œuvre, c'est juste marrant de voir voilà, deux auteurs qui s'approprient une œuvre et qui rediscutent un petit peu par rapport à celle-ci. J'ai bien aimé, encore une fois je vous conseille si vous êtes fan de la série, mais si vous n'avez pas lu, ça sert strictement à rien d'y aller, même si vous êtes fan de Hoshi dans le Jardin des Filles, lisez plutôt l'œuvre originale, donc Litchi Ikari, et ensuite lisez notre Ikari Club, et vous lirez celui-là plus tard. Donc voilà, c'était celui un peu hors classement, pas vraiment flop, etc. Dernier du classement, alors ça a été complexe de faire stop et flop. J'ai vraiment cherché la petite bête parce que c'est un stack en fait. Il y en a peut-être 10 à la suite, déjà je les mettrai au même niveau. Mais j'ai dû les départager. Donc il n'y aura pas vraiment de notes, à part peut-être après si j'ai envie de mettre des notes. Mais là c'est plutôt voilà, la lecture qui m'a le moins plu dans le mois, qui m'a le moins touché. Et je pense que ça va en faire jazzer beaucoup. Après 30 minutes de réflexion, désolé à tous les fans de culture japonaise, mais c'est le voyage de Shuna. Voilà, j'avais hésité en fait quand je l'ai lu à faire une vidéo à chaud que j'aurais intitulée Miyazaki c'était mieux avant avec des points d'interrogation, parce que j'ai lu Le Voyage de Shuna et je suis allé voir du coup Le Garçon et le Héron au cinéma au même moment, et marrant de constater que le propos n'est pas du tout le même, hein, évidemment, etc. Mais que dans les deux cas, c'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait moi j'ai pas cet affect avec Miyazaki que beaucoup ont. Mon film préféré c'est Le Château dans le ciel, pour ceux qui le savent. Et j'ai vu la plupart des autres, il y en a peut-être quelques-uns que j'ai pas vu, comme Kiki la petite sorcière, et je crois que Porco Rosso je l'ai pas vu non plus, mais les autres je crois que je les ai... De toute façon non, j'ai pas vu, j'en ai pas vu trois, mais j'ai vu tous les autres. Et c'est jamais des films qui m'ont spécialement plu, à part Le Château dans le ciel, mais c'est parce qu'il évoque chez moi un certain passif. Donc, arrivé devant ce voyage de Shuna, je me suis dit, voilà, let's go, un manga qui casse la barrière du manga, qui part sur de la BD, qui correspond un peu à tous. C'est une écriture d'une fable tibétaine par Miyazaki, une écriture un petit peu fataliste d'un voyage de Shuna qui par orgueil va aller chercher de l'orge à l'autre bout du monde. Personne lui a rien demandé, mais il le fait parce que justement, comme personne lui demande, il est en mode je vais prouver que, enfin c'est un peu ça hein, l'histoire. Il va le faire voyage, et tout le voyage jusqu'au pays des dieux, ça va être l'homme, les méchancetés de l'homme, la fatalité de l'homme, etc. Et au final, le peu de positif qu'il peut y en avoir d'un certain personnage est là pour un petit peu réparer les pots cassés de Shuna, qui finalement n'a rien demandé et se fait un petit peu entretenir, pas contre son gré, hein, ça l'arrange bien. Mais en fait, il n'y a pas de méchant, pas de gentil. Il n'y a pas vraiment de rebondissement, c'est vraiment une espèce de ligne droite d'un point A à un point B. Alors oui, il y en a qui vont dire nanani, c'est onirique, nanani, c'est super joli les dessins, machin. Ouais, mais à un moment donné, quand on s'appelle Hayao Miyazaki, on est capable de faire Nausicaa. Et Nausicaa, c'est juste après Voyage de Shuna. Et quand je compare, vous allez me dire, oui, tu peux pas comparer ici, c'est le même auteur, c'est le même traitement d'une fable écologique. Alors bon, là, c'est basé sur une vraie femme, Nausicaa, non.
mais Nausicaa est 15 millions de fois plus abouti. L'interprétation, tout est mieux. Voilà, il n'y a pas à dire. Et malgré tout, je conseille à tout le monde de le lire, de l'acheter, il faut soutenir. Et j'avais aussi posé un petit coup de gueule sur le prix parce qu'on gueule sur Mangetsu qui fait des bouquins à 30 balles alors qu'avant c'était à 19. Mais là c'est quand même 25 euros. Voilà, donc si on veut faire chier, à un moment donné, faut qu'on s'aligne tous sur les mêmes débats, parce qu'on peut pas cracher sur certains éditeurs, sur Tonkam, etc., et laisser passer d'autres choses sous prétexte que oui, mais nanani, c'est la culture, c'est de la culture de niche, machin. Non, je veux dire, chez le Lézard Noir pour 25 euros. On a 400 pages avec le même papier, des pages couleurs, etc. Sur du Maruo, sur du Enkaipan, non pas Enkaipan, mais je vais y arriver. Sur Ryuko, etc. Là, on est sur du 160 pages. Ok, c'est en couleur. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça raconte pas énormément de choses. C'est juste très beau. En fait, c'est un artbook. Hein, c'est un artbook de Miyazaki avec du texte. En plus, la traduction et le texte. Oh, je suis désolé. Hein. Non, bah je vais arrêter parce que je vais m'énerver sinon. J'ai quand même. Voilà, ça reste quand même une bonne lecture, mais pour moi, ne mérite pas tout le foin qu'il y a eu autour. Vaut mieux lire Nausicaa. Bon, c'est pas vraiment une déception, je m'y attendais. Hein. Ashton Joe, vous le savez si vous regardez les vidéos, c'est un manga que j'ai apprécié. Voilà, j'ai bien aimé lire Ashton Joe. Mais le problème, c'est que ça pue les années 60, quoi. Ça pue Tezuka. Et alors quand je dis ça pue, c'est pas péjoratif, hein, ça sent fort, quoi. Ça sent fort Tezuka. Et Tetsuya Shiba, son trait, sa façon de raconter l'histoire, son découpage et surtout les expressions du visage, je peux pas. On est en 2023 et les personnages, ils ont 2 expressions. Voilà, cette page là, les expressions des personnages, c'est les mêmes sur tout le manga. Et je vais évidemment pas non plus parler de Yoko, qui est pour moi une espèce de point noir dans Ashitano Joe. Alors attention spoil, si vous n'avez pas lu, sautez les 30 prochaines secondes. Je vous laisse le faire. Voilà, alors je vais pas spoiler tout ce qui se passe par rapport à Yoko, mais c'est quoi son problème? On a capté qu'elle était amoureuse, elle l'envoie au casse-pipe 15 fois, quoi. Genre, moi quand je suis amoureux de quelqu'un, je pousse pas la personne sous des roues d'une voiture. En mode, ah, tu vois... Bref, voilà. Et je sais pas, le comportement... C'est un manga qui est trop long pour ce qu'il raconte. Le comportement de Joe, au bout d'un moment, franchement, il fait son sale gosse du début à la fin. Mais au bout d'un moment, c'est chiant, c'est lourd. On s'en fout. Et à tel point que, bon, je connaissais la fin, et à cause de la couverture du dernier tome, évidemment. Et je suis arrivé à la fin et j'ai dit, ouais, tout ça pour ça. Donc, voilà. C'était quand même bien à lire pour ce qu'il apporte à celui que j'ai préféré ce mois-ci. Vous verrez, hein, on va en reparler juste après. Mais ça reste un classique, mais un classique qui, pour moi, est un petit peu passé. Voilà. On continue. Gachakuta tome 4, un petit tome de transition. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait j'avais déjà lu en ligne, donc je ne mettrai pas plus haut pour ça. Gachakuta, ça reste toujours, à mon sens, un des meilleurs shonen actuels en cours. Donc voilà. Ah, et en plus, ce collector, il est super. J'en ai parlé dans un manga, j'ai beaucoup aimé. C'est super joli. Je trouve que Kei Urana fait partie des nouveaux grands noms, notamment côté dessin. Ensuite, Dome de William et Mimo, manga français totalement indépendant. J'en ai parlé dans Achat Manga. C'est un manga qui m'a beaucoup plu de par le scénario, mais qui malheureusement, et c'est pour ça qu'il n'ira pas plus haut, souffre du fait que ça soit un tome 1 et une première œuvre. L'histoire elle est super, vraiment on se prend dedans, cette espèce d'histoire de pouvoir mêlée à des petits complots, des yakuza et tout. Alors ça peut paraître classique, mais c'est compté d'une façon qui est assez sympa. Et même si c'est déjà vu, on aime bien ce genre de truc, tu vois. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus, ce genre de manga qui se prend pas trop la tête, mais qui cherche quand même à avoir un fond intéressant. Le souci de ce manga, c'est le dessin, c'est que c'est une première œuvre, c'est le début de la carrière de Mimo, qui maintenant, hein, vu le tome 2 et le tome 3, a vraiment step up. Mais au début, c'est quand même assez compliqué, voilà, de se mettre dedans. Faut dire ce qu'il y a, hein, je veux pas mâcher mes mots. Il y a quand même des dessins, je pense aux persos secondaires sur les scènes de blabla. C'est un peu compliqué, quoi. Voilà, je vais vous montrer une page, mais vous voyez que c'est pas encore propre, quoi. Pareil, il y a beaucoup d'espace blanc derrière les pages, il y a très peu de décors, très peu de trames, en fait, c'est assez vide, globalement. Il y en a un peu plus, justement, en fait, plus le tome avance, plus on se rend compte que le mec, il a taffé de ouf. Et franchement, entre le début et la fin du tome,
Au début, je faisais un peu la gueule, et plus le tome avançait, plus j'étais en mode, ok, je peux pas m'arrêter de lire, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et non, franchement, génial. Donc, faut d'ailleurs que je lise le tome 2, mais c'est en cours. Donc, je vous conseille quand même de vous renseigner, d'aller le prendre, parce que c'est bien mieux que ce qu'on pourrait penser, et de juste passer le début qui peut être un petit peu dur. Bref, on continue avec, bon, c'est pas vraiment une déception non plus, mais je m'attendais à autre chose, c'est Nebelheim, tome 2. Une conclusion, alors une bonne conclusion pour une œuvre en 2 tomes. D'un autre côté, 2 tomes, je sais pas à quoi je m'attendais, parce que c'est compliqué d'écrire quelque chose d'aussi court. Maintenant, vu le côté cryptique, sombre et horrifique du tome 1, je m'attendais à une suite dans ce délire-là. On a un petit peu, on a toujours ces créatures, le dessin il est exceptionnel, hein, qu'on se le dise, le dessin c'est vraiment le point positif de ce tome. On a voilà, ces créatures toujours qui reviennent, ce côté très crayonné. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Mais le pourquoi du comment Nebelheim, l'explication de l'histoire, etc. Moi, ça m'a pas. C'est très juste. Il n'y a pas d'incohérence ou quoi, mais personnellement, c'est pas ce que j'attendais de l'œuvre. Après, en même temps, c'est pas moi qui l'écris. Donc voilà, Andras, si tu passes par là, bah sache que j'ai quand même vraiment apprécié ton œuvre. Et par contre, comme dit sur les réseaux, j'ai trop hâte d'en lire une autre. Là, j'en veux plus en fait. C'est incroyable. Peut-être s'associer, peut-être réécrire une histoire qui est déjà écrite, ou réinventer une histoire qui est déjà écrite, tu vois, l'enfer de Dante, un truc, je laisse des trucs comme ça. Ou pourquoi pas raconter l'histoire d'un tableau. Je pense à l'île de la mort c'est Koechlin, je crois. Écrire pourquoi cette île existe, ça peut être génial, surtout dans ce style-là, et je crois que l'auteur est un petit peu dans ce délire-là. Donc pourquoi pas, ou alors carrément partir d'un truc gothique. Mais voilà, ça reste un très bon dessin, un manga assez cool. Et pour le coup, c'est un manga en 2 tomes. Et je sais que vous avez du mal à acheter des séries qui font plus de 1 tome. Donc là, il n'y en a que 2. Voilà, donc votre budget ne sera pas trop affecté. On continue. Pareil, moi j'aime bien quand j'aime bien aller un petit peu à contre-courant, vous l'aurez compris. Voilà, il est pas plus haut. Il y a 7-8 tomes plus haut que lui. 2001, Night Stories, tome 1. J'ai pas lu le tome 2 encore. À notifier, le tome 2 sera dans les top flops du mois de décembre, probablement. J'ai lu donc 2001, l'Odyssée de l'espace en roman, juste avant de lire celui-là pour m'immerger dedans. Et c'est super. Il n'y a pas à dire, c'est génial, c'est beau, l'édition est cool, le dessin est cool. Mais il y a les défauts d'Oshino. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas trop Oshino ou qui ont lu que Blue Hole, je vous conseille de lire Moonlost du même auteur et de vous rendre compte un petit peu des travers pour ceux qui ont d'Oshino, parce que beaucoup ont dit voilà, que 2001 c'était un bijou, que chaque histoire se délectait, etc. Je suis pas spécialement d'accord, il y a des histoires qui sont... toutes les histoires sont bien, mais les défauts d'Oshino, c'est que des fois il a tendance à compliquer les choses pour rien, ou à partir dans ses propres délires, pas forcément métaphysiques, mais hard SF, et gâcher un petit peu le potentiel qu'il peut y avoir, notamment dans ses personnages. On va pas se mentir, les personnages d'Oshino sont quand même très régulièrement un petit peu caricaturaux. Ceux qui ont vu Moonlost, Blue World, il est pas, je crois qu'il est que au dessin, il est pas au scénar, ou alors c'est l'inverse. Kamusabi, pareil, enfin c'est très cliché globalement ce qu'il fait Oshino, mais c'est un auteur qui est très fort pour faire de la bonne SF. Ça n'arrivera pour moi jamais à la hauteur d'Arikira ou d'un Tsutomunie. Malgré tout, pour ce que ça représente par rapport à 2001, etc., super. Et peut-être le petit bémol, c'est que, bah, ok, ça s'appelle 2001 Night Stories, mais à part le chapitre sur la porte des étoiles, quel est le rapport avec les films? À part c'est la technologie qui permet de voyager à travers les étoiles, ok, mais c'est tout. Voilà. Donc, et il y a aussi le fameux rapport à la religion. Bon, ça c'est un truc très japonais, mais Oshino est un petit peu énervé là-dessus. Ça se ressent dans le chapitre qui dure d'ailleurs, pour moi, un poil longtemps, sur la religion et le voyage spatial. Voilà, donc bon, si je devais mettre une note, ça serait par exemple un bon 15. Mais vu ce qu'il y a derrière, pour moi, en tout cas, en n'ayant pas lu le tome 2 et en comparant à ce que j'ai lu d'autres ce mois-ci, voilà. Donc toujours un peu plus, mais on restera je pense dans les 15-16. La conclusion du premier arc de Onera, super, génial. Génial cette conclusion d'arc, épique, sanglant, touchant par moments, cette relation qui est... C'est rare une relation mère-fille dans un manga, surtout dans un manga comme ça de dark fantasy, ça n'existe pas. On a eu, bah voilà, Witcher c'est père-fille, mais on a une relation mère-fille... j'aime bien. La dark fantasy, je trouve que ça marche excessivement bien avec un personnage féminin fort et impactant. Et là, le personnage d'Aran est vraiment super. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut? Le dessin de Federica Dimo est génial, le scénar de Cab est génial.
mais déjà c'est un poil, je trouve, globalement en dessous de ce que j'ai lu autre. Pourquoi c'est un poil en dessous? Parce que c'était écrit pour finir en 4 tomes, et on sait que ça va être continué, donc il n'a pas changé son scénario, et ça fait très conclusion en fait ce tome. Et c'est dommage parce que justement il y a des trucs, notamment le premier chapitre qui nous mène à la suite avec Saladin. D'ailleurs, petit tips pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur Onera, mais dans toutes les pages d'introduction des chapitres, là, les petits ex libris qu'il y a au début de chacun des chapitres, voilà, ces pages-là. Il y a des indices sur la suite d'Onera, et Cab on a lâché quelques-uns dans le podcast, mais ça va être super. La suite va être vraiment super. Mais voilà, ce tome avec un goût de conclusion fait un peu mal, mais bon. Il fallait le faire, donc très hâte de lire la suite. Et sinon génial, je pense que c'est... je pense pas trop me tromper en disant que c'est dans le top 3 des meilleurs mangas français à l'heure actuelle. Et pour moi c'est pas troisième, mais je sais pas si ce serait premier, non, parce qu'en vrai top 3, ouais, ça se discute, mais c'est génial. On continue de Great Trailers, tome 2, toujours inspiration à la Otomo, mais cette fois l'auteur se lâche, part dans son propre délire, donc Miyagawa Akira. Un tome génialissime, voilà, La Porte des Étoiles, pour ceux qui l'ont lu ce tome 2, vous voyez de quoi je parle. C'est super, hein. Le dessin il est ouf, les personnages sont top. Il y a de la tension, il y a de la course-poursuite, on a des nouveaux persos, les mechas ils sont tellement bien designés. Non, franchement, c'est super. C'est vraiment un truc de ouf. En plus, la première page, je l'ai ouvert, c'était ça. Bon, après, on apprend que c'est un corbeau, mais juste la première image, comme ça, moi j'étais les cités d'or. Hein. C'était Stéphane Zilla. J'étais à fond. Le dessin, il est excellent. Vraiment, regardez ce détail, ça foisonne. C'est plein de traits partout. Moi, j'adore ce dessin-là. J'adore ça. Je trouve ça vraiment super. Le seul bémol pour moi, et pourquoi il n'est pas plus haut, c'est la qualité de lecture. Je trouve que le lettrage, et notamment la taille de la police et le choix des polices, est pas le plus optimal. Parce que comme vous pouvez voir, c'est tout petit. Voilà, les polices sont toutes fines, toutes petites, et pas très épaisses. Donc j'étais comme ça, en train de le lire. Je vous fais une imitation. J'ouvre le tome. Donc d'habitude, moi je lis, ouais, je suis comme ça. Et là, pour celui-là, j'étais comme ça. Alors, voilà, c'est petit. Un tome qui a destination des personnes un peu plus âgées qui aiment la SF. N'oubliez pas que je suis pas dedans, mais voilà, on est un peu vieux, on voit pas super bien. C'est pour ça que c'est pas spécialement plus haut. Mais l'histoire est top et le dessin est cool. Non, franchement, c'est une super œuvre. J'espère avoir la suite très vite. Et là, on rentre dans le best of the best. On rentre dans les vrais trucs très cool. On va commencer avec la chenille de Maruo. Pas le meilleur Maruo pour moi, mais super, génial, dérangeant à souhait. Ouh lolo, alors ça, il y a des moments j'étais en mode un peu ouh lolo. Ah, voilà, comme d'habitude. Maruo, c'est adaptation d'une œuvre de Rampo Edogawa. Il l'avait déjà fait avec l'île Panorama. Voilà, Rampo Edogawa, un auteur de romans, Eroguro, je me répète, érotique grotesque, hein, vous êtes beaucoup à dire érotique gore, je sais pas où vous avez entendu ça, gourou ça veut pas dire gore, c'est grotesque. Et c'est l'histoire d'un homme tronc, c'est-à-dire un homme qui part à la guerre et qui revient sans ses membres et un petit peu arraché. Et on va suivre donc la vie avec sa femme. Je vous montrerai pas d'autres images parce que c'est un manga qui a quasiment que des pages super gore. Je vous montrerai pas d'autres images. Mais ça nous montre un petit peu les sacrifices post-guerre que la femme va faire pour son mari, pourquoi est-ce qu'elle le fait, et l'emprise en fait mentale qu'il peut y avoir sur elle, et même sur lui, en fait, et l'espèce de déchéance psychique dans lequel les personnages sont. C'est un manga qui est torturé, qui est torturant, et on n'en ressort pas indemne. Est-ce que c'est un des meilleurs Maruo pour commencer? Probablement, mais si vous avez le cœur vraiment très accroché. De toute façon, Edogawa... pas mauvais, hein, on va pas se mentir. Même les œuvres qui avaient été réadaptées avec Kamimura au dessin étaient super. Donc voilà. À y aller, il sort enfin. Il faut soutenez absolument cette collection du Lézard Noir. Parce que c'est une collection qui met du temps à sortir, qui a un public très restreint. Et il faut que ça marche plus. Il faut montrer que ça marche Maruo, qu'on en veut plus. Pour qu'il puisse ressortir plus rapidement du coup Lunatic Lovers et Yume no Kyusaku. Et voilà. C'est très niche, mais très bien. On continue dans les trucs excellents. Alors là, c'est pas le dessin, hein, c'est le scénario, mais c'était tellement bien que je pouvais pas le mettre plus bas. Les héros de la galaxie, tome 21, l'affrontement. Le premier, enfin l'affrontement frontal
entre ces deux beaux gosses là. Non, super, affrontement génial, tendu du slip. Deux stratégies assez folles. On y retrouvera des bons moments un petit peu à la Kingdom, des moments un peu héroïques, de stratégie fou, et surtout un retournement de situation à la fin. Waouh. Alors, moi j'avais pas vu l'anime, je lisais, j'étais en mode ok, alors comment il va s'en sortir? Je dis pas lequel des deux. Et là, et je me dis oh là 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 là. Et oui, c'est pas con. C'est pas con, c'est ce qu'il fallait faire. Et j'adore. Franchement, c'est top. Les dessins sont un petit peu mieux quand même dans ce tome-là que dans les tomes de transition. Et franchement, les Héros de la Galaxie, c'est un must-read si vous êtes fan de science-fiction et de stratégie et de guerre. C'est vraiment un truc à lire absolument. On rentre dans le top 5. Donc là, on part sur des 17-18 sur 20 un minimum. C'est un tome 1 et je fais ce que je veux. C'est pas un manga, c'est une BD. Voilà, Funérailles de Florent Maudoux dans l'univers de Freak Squill. Mon premier Florent Maudoux. Édité chez Label 119, pour ceux qui s'y connaissent en BD, on se connaît, hein. Label 119, il y a très peu de choses mauvaises, quasiment pas. Ils sont assez à contre-courant de ce qui se passe dans le comics, donc ça fait vraiment plaisir. On y raconte un monde torturé, avec des guerres, etc., des guerres éternelles, voilà. Il y a même une carte au début pour vous montrer un petit peu tous les conflits. C'est un tome de prologue sur Funérailles qui va raconter l'histoire d'une famille. D'une famille d'élus peut-être qui vont aller à l'encontre d'une prophétie peut-être ou pas, hein, vous verrez, et c'est très sombre et j'aime beaucoup ce côté de la BD Dark Fantasy qui lâche en fait le côté juste gore de la Dark Fantasy et les combats pour se concentrer sur ce qu'on veut vraiment dans la fantasy adulte, c'est-à-dire de la politique, des complots, des retournements de situation, des trahisons, des coups de poignard dans le dos, c'est ça qu'on veut, putain. Ça c'est de l'heroic fantasy, c'est ça qu'on aime. On s'en fout en fait enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais moi je suis beaucoup plus attiré vers ce genre de récit que le genre de récit qui a popularisé Game of Thrones, que des récits à la Berserk où finalement les retournements de situation, les couteaux dans le dos, ouais il y en a un dans Berserk, mais après non, c'est un long chemin de croix. Voilà. D'ailleurs je crois qu'il y a une petite référence à Berserk sur le crâne, juste là avec ça ressemble aussi. Mais le dessin il est magnifique, il y a notamment une planche, je vais pas spoiler, mais cette planche là, elle est absolument incroyable et on se prend au jeu. C'est un super prologue et je pense qu'il va y avoir des sacrés trucs assez fous par la suite. Voilà, les familles qui s'entre-déchirent, le tout avec de la dark fantasy, un petit peu de trucs sexy, un peu de sexe, même si je pense qu'il y en aura plus dans les prochains tomes. Des complots, des retournements de situation, un dessin absolument génialissime, la colorisation est ouf. Il y a des plans, je vous montre pas tout, mais génial. Un univers qui a l'air infini. Non, franchement, énorme découverte. Et du coup, je me suis acheté Freak Squill. Donc, hâte de lire ça. Et j'enchaîne le tome 2 très vite parce que ça, c'était vraiment comme ça. Top 4, vous l'avez peut-être présenté dans les achats, mais il s'agit de Reaper, tome 3. Voilà, assez étonnant si vous avez vu les précédentes vidéos sur Reaper, tome 1 et 2, de le voir aussi haut. Moi qui avais dit que le tome 1 et 2 manquait un petit peu de claquant. Vous voyez, il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de mise en situation. On présentait un petit peu tous les clans en fait, des différents arbres, le chêne, le saule, etc. Et là, on passe enfin à la phase d'action et des révélations. Et alors, quelle phase vraiment. Les chorégraphies de combat, elles sont génialissimes. Les personnages, les émotions, les transformations, vraiment tout est fou. Il y a vraiment un côté dans ce tome, un côté Bleach. Pour ceux qui ont lu Bleach, si vous avez lu Reaper, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a vraiment un truc avec Bleach. Je peux pas croire que Geronimo Cejudo ne kiffe pas absolument Bleach, et surtout dans les mouvements, dans le découpage, les doubles pages, etc. En fait, Dan est passé par là. Moi je vois directement le rapprochement, mais non, franchement c'est génial. Et on a l'introduction de nouveaux protagonistes peut-être, et il y en a un, c'est Kaban, donc la tribu des Saules. Ça a l'air d'être une brute épaisse. Voilà, le mec, pas en termes de force, mais ouais, c'est ça, c'est un mélange entre des Sentai, Bleach et Dandadan. Alors Dandadan pour les chorégraphies, les combats et tout ce qui est mouvement, Bleach pour d'autres trucs que je vais pas spoiler, et les Sentai pour reprendre le principe des pouvoirs des différents clans avec les certaines forces de la nature et autres. Et vraiment un tome génialissime. Ça il faut y aller parce que c'est trop bien et c'est ultra propre.
Enfin, il y a des, voilà, il y a des trames partout, des décors partout. Je veux dire, c'est aucun trait en trop. C'est beau, c'est génial, génial. Franchement, génialissime ce tome 4. Vraiment laisser une chance à Reaper. En plus, c'est un manga français, donc on soutient l'industrie. Et plus on achète de mangas français, plus il y en aura qui sortiront. Et on sait que ça coûte très cher de produire un manga français. D'ailleurs, Tom, il a eu des assistants sur celui-là, donc je suis bien content, heureusement que vous l'avez aidé. Et on espère un tome 4 l'an prochain qui sera d'une aussi bonne qualité. Et en parlant de Dan Dadan, top 3, ça commence à être habituel Dan Dadan en haut du... Le tome 8 de Dan Dadan, malgré le fait que ce soit une relecture, je peux pas ne pas le mettre en haut, regardez ça. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, voilà, encore une double page, et des doubles pages absolument, voilà ça là, et des doubles pages absolument partout dans Dan Dadan. C'est extrêmement drôle, la romance elle est trop bien. Même à la relecture, le manga il est mieux que les nouvelles œuvres que je lis en cours et que je découvre et dans lesquelles je suis à fond. Je sais pas si on se rend compte quand même de la puissance du truc. Il est là, Godzilla, voilà, c'est trop bien. C'est trop bien Dan Dadan et franchement ceux qui ont dormi sur le premier chapitre, j'espère que vous vous en mordez les doigts parce que vraiment vous passez à côté d'un truc vraiment bien. Top 2, j'avais dit qu'il serait tome 1 le mois dernier, désolé j'ai menti, mais ça c'était avant de dire autre chose. Top 2 c'est Katsu de Mitsuru Adachi, premier tome lu ce mois-ci et dur de passer au-dessus. Quel tome, quel mangaka Adachi, on en veut plus là. En fait le défaut d'Adachi c'est qu'il faut tout avoir acheté pour tout lire d'un coup, et c'est le défaut. Parce qu'en fait, lire qu'un seul tome, au moment où on est rentré dedans et où c'est le mieux, bah ça s'arrête et faut attendre. Donc voilà, heureusement que j'ai lu tout H2, tout Touch. Bah, Touch ça remonte à quand même un petit peu maintenant, ça va faire quelques mois, mais heureusement j'ai lu tout H2 le mois dernier parce que là, je sais pas comment j'aurais fait sinon, c'est trop bien. L'histoire elle est géniale, les personnages sont top, on a vraiment du sport très cool. Et c'est super, vraiment c'est de la très bonne romance. Alors il commence à y avoir de la romance, même si je pense que c'est pas le propos dans celui-là, mais il y a quand même le petit fond de... C'est un peu suspicieux, vous voyez, dedans. Et c'est... Ce duo là, Katsu et Katsu, les personnages... Ah bref, c'est trop bien. Trop bien. Adachi, top 2. Et top 1. Top 1, c'est pour ça qu'Ashitano Joe ne restera pas. Pourquoi lire Ashitano Joe, qui est super. Pourquoi lire Katsu, qui est top 2, quand on peut lire Hippo Hippo saison 4. Hippo saison 4. Regardez ça. Ah, Itagaki. Mama Itagaki. Aïe aïe aïe, quelle saison de ouf. Voilà, une blague sur des couilles. J'adore. Hippo, c'est trop bien. Je vous montre pas la planche du coup. Mais Et cette saison 4, elle est si bien. Elle est si importante pour tellement de personnages. Il se passe tellement de trucs dans cette saison. Le sport est... Oh là là, mais Itagaki, il en a chié toute la saison 3. Il est là. J'aime trop. Takamura, Miyata, Hippo, c'est trop bien. Génial, voilà, 80 du coup. Et c'est toujours aussi bien après 80 tomes. Voilà, c'est pas One Piece quoi. Donc, oh, ça faisait longtemps que je n'en avais pas lancé une sur One Piece. Bref, voilà, c'est-à-dire qu'après 80 tomes, je peux réciter Naruto et Bleach, hein, mais c'est super quoi. C'est génial. Et pourtant, c'est juste des mecs qui se fracassent la gueule. Voilà. Voilà, il y en a qui vont vous dire, ouais, non, mais 400 tomes, c'est trop long, nanani, ils vont continuer à acheter leur bouse là. Hippo, voilà, je remercierai jamais autant les gens qui m'ont forcé à le lire parce que franchement, c'est génialissime. Et c'est un manga que je transmettrai avec plaisir à des futurs enfants, des amis, des voisins, ce que vous voulez. Mais c'est un manga qui doit se transmettre parce que c'est un peu ça aussi. Hippo, je peux dire que c'est la transmission, mais il y a vraiment une... Même si, je sais pas, il y a un côté très positif dans Hippo. Voilà, très positif. Malgré le fait qu'il leur arrive des merdes, très positif. Et j'aime beaucoup les valeurs que met en avant ce manga. Terminé, top et flop, super. Un des plus durs, hein. Au milieu là, franchement, entre La Chenille, Onera, 2001, etc., compliqué de faire un classement. J'espère que le mois de... Et là, c'est ce que je vous disais la vidéo d'avant. En fait, maintenant que j'arrive à la fin de mon manga collect, je n'achète que des choses où je suis sûr que ça va me plaire. Donc c'est compliqué de réussir à mettre des hauts et des bas, parce que comme j'ai très peu de découvertes, je peux pas avoir beaucoup de flops. Parce que ce que je lis, j'aime, par rapport à mes goûts. Hein. Mais ouais, là, ça devient vraiment complexe de trier et de dire qu'est-ce que j'ai préféré. Il y en a qui sortent du lot, hein. Bon, vous avez compris, hein, souvent ce qui sort du lot c'est soit la SF, soit les trucs sportifs.
Parce que c'est mon dada, hein, c'est mon dada, les trucs sportifs. Le mois prochain, ça sera très probablement Blue Giants, vu que le tome 2 de Explorer est sorti. Mais on verra pour peut-être y avoir des surprises, hein, peut-être la suite de Hippo, peut-être un beaucoup stratège, peut-être, voilà, je sais pas, autre chose. Et j'en profite pour dire aussi que j'ai commencé Ajin, j'en suis au tome 7, c'est super. Voilà, et j'avais un abonné qui m'avait dit tu connais Ajin, j'ai l'impression que personne n'en entend parler, c'est génial, et je pense que Sato est un des meilleurs antagonistes que j'ai vu, c'est un malade. C'est un malade, il est trop bien écrit le personnage, c'est un grand ouf. Le mec il a aucune limite, mais c'est pas gênant en mode je contrôlerai le monde. Non, non, là, le mec il a un vrai but quoi, il a des vraies convictions. Et en fait c'est pas qu'il est méchant, c'est. Ouais, non, c'est un grand ouf, c'est un ouf. Lisez Ajin, c'est top. Je lis à la médiathèque et franchement je passe un moment absolument fou. Bref, 35 minutes, merci à tous pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour, je sais plus, les meilleurs mangas à venir en 2024, hein, le top de l'année, les trucs de décembre, quoi, voilà, hein, les trucs que tout le monde fait. Moi, je fais pareil, vous savez, je suis pas original, je suis pas comme ça, pas que ça à faire. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, allez sur Rakuten, le petit concours, puis voilà. Puis lisez les trucs français, hein, c'est important de soutenir son propre pays et sa propre industrie.